Togo, soyez heureux. Pays de nos aïeux, pays de nos aïeux, pays de nos aïeux. Pour la paix, le développement de la patrie, le travail bien fait et la bonne communication, la TVT au cœur de votre vie. Merci de votre attention. L'actualité ce lundi, les priorités en matière de santé de chaque pays de la CEDEAO examinées à Lomé depuis ce matin. Le comité des programmes 2018 de l'Organisation ouest-africaine de la santé envisage de mettre en commun les ressources pour les meilleurs soins en faveur des populations. L'accès Ouahala Notchan, la portion de la chaussée entre-temps affaissée, est en réflexion. Les travaux avancent. Constat fait samedi sur place par Nissa Ounion-Femme, le ministre des Infrastructures et des Transports. Enfin, Mango refait sa toilette. Les heures la semaine dernière avaient dévisagé la ville, jetée par ailleurs dans l'insalubrité. Forces de sécurité population ont fait donc le nettoyage. Voilà, madame, monsieur le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. La santé d'abord. Togo, Bénin, Ghana, Sénégal et le reste des pays de l'Afrique de l'Ouest. Chacun a ses priorités en matière de santé. L'Organisation ouest-africaine de la santé examine à Lomé depuis ce matin les priorités pays par son comité des programmes 2018. But de l'exercice, c'est d'arriver à mettre en commun les ressources pour offrir de meilleurs soins pour les populations. Fafa d'Almeida, Antoinette Omovava. Dans son plan stratégique quinquennal 2016-2020, l'Organisation ouest-africaine de la santé met l'accent sur 13 programmes qui permettront de réduire la mortalité et la morbidité dans les structures sanitaires de l'espace communautaire et de renforcer la mobilisation des ressources. Cette réunion du comité des programmes offre donc l'occasion de passer en revue les réalisations à mi-parcours de ces programmes et de débattre des actions prioritaires pour l'exercice budgétaire 2018. Notre contexte régional aujourd'hui est marqué par la récurrence des épidémies dans plusieurs de nos pays. Et il y a également le problème des maladies non transmissibles qui est en train de prendre une certaine envergure. Et la question de la production locale des médicaments pour que nous puissions avoir accès aux médicaments dont nous avons besoin dans notre région. Donc notre plan, il est axé sur ces priorités-là. Au niveau du prélèvement communautaire, nous avons effectivement quelques difficultés pour mobiliser le maximum de financement. Mais ceci étant, nous ne nous basons pas seulement sur le prélèvement communautaire. Nous avons donc entrepris des actions de mobilisation des ressources extérieures auprès de nos partenaires. Aujourd'hui, je me réjouis de constater que nous avons une vingtaine de projets qui sont financés par des grands partenaires. Il y a également les efforts même faits par la commission de la CEDEAO et notamment par son Excellence le Président de la Commission pour que nous ayons des partenariats innovants. La CEDEAO œuvre à l'harmonisation des politiques des États membres afin de trouver des solutions collectives aux problèmes de santé que connaît la sous-région. Il est aussi question d'améliorer sensiblement le système sanitaire des pays membres. L'ambition de la CEDEAO, d'ailleurs même à travers la transition 2020, c'est pour la politique nouvelle de la communauté, c'est de faire en sorte que dans les pays membres de la CEDEAO, que les citoyens puissent véritablement bénéficier d'un appui sur le plan sanitaire à travers les matériaux, les médicaments et que l'ensemble du dispositif qui pourrait contribuer véritablement à l'amélioration de la santé de notre citoyen soit effective dans l'espace de la communauté.
La lutte contre les épidémies, les maladies non transmissibles, la vaccination, les réformes hospitalières sont entre autres les domaines prioritaires dans lesquels l'organisation aura à renforcer ses actions. Ceci avec l'appui des partenaires qui contribuent déjà à 84% au financement des programmes et projets. La libre circulation des personnes et des biens, l'ordre des vétérinaires UEMOA se l'approprie. En clair, un vétérinaire togolais peut aller facilement s'installer et travailler au Bénin, par exemple, et se sentir comme chez lui. Mais comment rendre la mesure possible? Comme c'est facile à dire. Eh bien, les réflexions sont justement en cours. 4e réunion à Lomé des docteurs vétérinaires de l'espace UEMOA. Sandra Ziagbé, Ferdinand Jassoua. La directive numéro 1/2012 du Conseil des ministres de l'UEMOA, adoptée en 2012 à Lomé, est relative à la libre circulation des personnes et des biens au sein de cet espace. Une disposition qui consacrait dès son adoption la libre circulation et le droit d'établissement aux docteurs vétérinaires ressortissants des États membres. 5 ans après son adoption, seul le Burkina Faso l'a transposé dans son corpus réglementaire. Il est donc question à travers cette 4e réunion des collèges, des présidents des conseils nationaux, des docteurs vétérinaires de l'UEMOA d'amener progressivement les 7 autres États membres de l'espace à la mise en application effective de la dite directive. Un docteur vétérinaire ressortissant d'un État membre peut aller et revenir de façon temporaire et peut également s'installer de façon définitive dans un État membre dans les mêmes conditions que les nationaux. C'est une manière de mettre en œuvre le principe de la libre circulation des citoyens et le droit d'établissement des citoyens dans l'Union. Au Togo, l'élevage contribue avec plus de 6,7% au PIB national. Conscient de cet apport non négligeable, le gouvernement ne cesse ces dernières années de multiplier des projets et programmes pour stimuler l'accroissement de la production animale. Le Togo vient de se doter d'une nouvelle note de politique agricole pour la période 2016-2030, qui constitue pour le secteur le cadre de référence le mieux adapté pour impulser à moyen et long terme une accélération d'une croissance économique soutenable et qui s'appuie sur des actions fortes à engager dans les filières majeures, notamment la filière animale. La transposition de cette directive dans les règlements de tous les pays membres de l'UEMOA permettra à l'Union de satisfaire les besoins alimentaires des populations. Avant cette 4e rencontre, les présidents des ordres se sont déjà retrouvés pour la même cause en août 2013 à Ouagadougou, en décembre 2014 à Dakar, puis en septembre 2015 à Niamey. À noter dans la foulée cette séance de mise à niveau pour les points focaux OMS Région Afrique. 6 jours de formation sur la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère. L'autre module, faire une transition vers des régimes et des systèmes alimentaires sains. Les précisions avec Tabitha Kapou et Albertine Yakin. 14,1 millions des enfants de moins de 5 ans sont mal nourris en Afrique. Cette sous-nutrition publiée en 2016 constitue de gros problèmes de malnutrition aiguë sévère. À cet effet, l'Organisation mondiale de la santé OMS entend donc réduire et maintenir à moins de 5% la malnutrition d'ici 2025. Mais pour l'heure, l'institution transfère à ses cadres l'expertise technique pour une prise en charge de cette carence. Dans nos pays, les problèmes de malnutrition sont sous-jacents aux états de santé des enfants et les chiffres réels ne sont pas bien maîtrisés parce que les systèmes d'information sanitaire également ne les prennent pas correctement en compte. Et lorsque rien n'est fait pour une simple malnutrition, on peut avoir une malnutrition aiguë sévère. Pour pouvoir les prendre en charge, il faut avoir les capacités de le faire, il faut avoir les compétences. Et c'est pour cela que les points focaux de nutrition de l'OMS ont été réunis ici dans le cadre de leur formation pour pouvoir mieux guider les pays qu'ils servent pour la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère. Les attentes, c'est qu'eux-mêmes, ils puissent être bien formés, ils puissent avoir les compétences pour pouvoir former leurs homologues au niveau national. La malnutrition aiguë sévère multiplie par 9 le risque de mortalité et représente 45% de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, selon les spécialistes de la santé. Les gouvernements,
La société civile, le secteur privé et toutes les parties prenantes sont appelées à fournir les efforts nécessaires pour une transition vers les régimes et les systèmes alimentaires sains. Tabitha ici, pour le 21 septembre de chaque année, le saviez-vous? Eh bien, le monde entier célèbre à cette date-là la Journée internationale de la paix. Commémoration au Togo ce matin de cette journée. Un symposium a été animé sur le thème Dignité humaine et sécurité pour une paix durable au Togo. C'est à l'initiative du secrétariat d'État chargé des droits de l'homme. Diane Milinkib, Clarisse Saticlé. La paix. Ce mot ne cessera jamais de retentir et pour cause, elle est le soubassement de la cohésion sociale et du développement. À l'occasion de la 36e édition de la Journée internationale de la paix, le secrétariat d'État auprès du ministre de la Justice, chargé des droits de l'homme, lance les réflexions autour du thème « Dignité humaine et sécurité pour une paix durable ». Un symposium national pour sensibiliser les différentes composantes de la société sur leur rôle dans la consolidation de la paix au Togo. La paix se construit et ce n'est pas facile, mais au quotidien, quand chacun a la volonté de la construire progressivement, elle peut devenir effective. C'est la volonté de tous et de tout un chacun. C'est essentiellement des échanges entre nous pour réfléchir aussi sur les difficultés de promotion de la paix et du vivre ensemble. C'est un défi. La dignité humaine, la liberté, l'égalité, la solidarité et le vivre ensemble sont autant de valeurs universelles qui conduisent à la paix. Et la construction d'une paix durable ne sera possible qu'à travers l'engagement de tous les citoyens. La paix est et restera l'aspiration fondamentale des hommes et des femmes de tous les temps et de tous les horizons. C'est pourquoi une journée comme celle-ci est une occasion de nous interroger sur notre propre vécu. Comment est-ce que je contribue à la paix et à un meilleur avenir pour moi et pour mon pays? Que puis-je faire dans ma vie de tous les jours pour contribuer à une culture de la paix dans ma communauté, sur mon lieu de travail et dans mon pays? Telles sont les questions que chacun nous devrons se poser chaque jour afin qu'une paix et un avenir durable puissent s'imposer dans notre pays et dans le monde. La Journée internationale de la paix est une initiative des Nations Unies pour favoriser la consolidation de la paix. Et le message du secrétaire général des Nations Unies pour cette occasion le réitère à juste titre et appelle tous les États, de même que les citoyens, à une mobilisation plus accrue en faveur des idéaux de paix. Et la culture de la paix, la culture de la sécurité, c'est justement les valeurs auxquelles Georges Aïdam, le premier vice-président UNIR, a convié les points focaux cantonaux du parti présidentiel dans l'Ogou. Rencontre ce week-end. À l'occasion, la situation socio-politique actuelle a été évoquée. Les préparatifs du prochain congrès du parti aussi. Sylvain Aboudou. Une session d'information sur la situation sociopolitique actuelle du Togo entre le premier vice-président du parti UNIR, Union pour la République, et les points focaux cantonaux et communaux de la préfecture de l'Ogou. Le premier vice-président Georges Aïdam est venu donc entretenir et éclairer ses responsables à la base sur une problématique, celle liée aux informations politiques qu'ils reçoivent souvent via les réseaux sociaux afin d'attirer leur attention et surtout les amener à la prudence et à la vigilance lorsqu'ils sont face à de telles situations. Nous les avons conviés, les responsables cantonaux, à cette rencontre-là pour échanger avec eux sur les sujets d'actualité et leur donner tous les éléments d'information pour qu'ils puissent à leur tour aller en parler dans leur localité et dire ce qui est la vérité par rapport à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux surtout, sur certains médias et qui ne correspond pas à la vérité, à la réalité que nous vivons. Un échange qui également fait cas de la tenue prochaine du congrès du parti. Le deuxième message, c'est pour les informer de la tenue prochaine du congrès du parti
qui va permettre à notre parti de se restructurer et de se redynamiser pour pouvoir affronter les échéances électorales à venir. Nous sommes très contents d'avoir constaté que nos responsables à la base sont restés mobilisés et ils sont prêts à se battre pour pouvoir défendre les intérêts du parti. La démarche consiste à apporter plus de lumière à ces responsables à la base afin de leur permettre d'avoir une idée claire et servir de relais auprès des militants. Ceci pour davantage garantir la paix et la sécurité, gage d'un développement humain durable. Les jeunes entrepreneurs à l'école des marchés publics, une formation initiée par le Conseil national de la jeunesse et ses partenaires. Objectif, donner à ces jeunes qui font leur entrée dans le monde des affaires les outils nécessaires pour réussir. Rachel Aoufou. Des jeunes aujourd'hui se lancent beaucoup plus dans l'entrepreneuriat, mais ils ont du mal à s'insérer dans le monde des affaires. La maîtrise des principes de base des marchés publics est donc un défi à relever pour permettre à ces jeunes de s'épanouir pleinement. Ce besoin est ce jour pris en compte par le Conseil national de la jeunesse qui forme les jeunes entrepreneurs sur la préparation des soumissions dans les marchés publics. Nous avons pensé qu'en leur donnant les outils et les compétences pour accéder aux opportunités, ils pourraient s'illustrer dans la sphère socio-économique et accroître leurs chances dans l'accès à ces opportunités. Dans les marchés publics, le sous-secteur des marchés publics constitue aujourd'hui un secteur porteur. Et pour la deuxième fois consécutive, l'autorité de régulation des marchés publics accompagne ce projet afin d'avoir des entrepreneurs compétents sur le terrain. Ils ne sont pas suffisamment outillés pour pouvoir gagner ces marchés. Et ce n'est qu'à travers la formation que cela peut se faire. Et je suis heureux de constater qu'ils sont nombreux à être formés pour cette session. J'exprime en même temps la disponibilité de l'autorité de régulation des marchés publics à toujours les accompagner. 120 jeunes suivent cette formation. Ils devront à terme connaître entre autres les conditions d'éligibilité et de participation aux appels à concurrence, d'identification et d'appréciation des critères d'attribution des marchés publics. Des principes fondamentaux pour gagner facilement les marchés. Et sur la route maintenant, nous l'annoncions en titre tout à l'heure pour les usagers qui l'empruntent, une portion de la chaussée de l'axe Ouarala-Ngotchan s'était affaissée, la circulation dès lors perturbée. Pas de panique, l'ouvrage est depuis en réfection. Les travaux avancent même. Constat fait sur place samedi dernier par le ministre Nissa Ognofam. Le récit, Sylvain Aboudou. L'effondrement de cette partie de la chaussée est intervenu il y a quelques jours sur la nationale numéro 1, plus précisément sur l'axe routier Ouarala-Ngotchan. La dégradation est selon les techniciens due à la charge que supporte cet ouvrage vieux de plusieurs années déjà. Suite aux pluies diluviennes, les éléments des passages busés ont subi un affouillement sérieux. Et cet affouillement a conduit à la dispersion des joints, ce qui a conduit à ce que l'ouvrage s'effondre et se déstabilise à l'intérieur de la chaussée. Alerté, le ministre des Infrastructures et des Transports, Nissa Ognofam, a donc fait lui-même cette descente sur le terrain pour examiner le dégât afin que des mesures idoines soient prises pour la réfection de l'ouvrage. Nous sommes venus pour donner des orientations, des instructions sur ce qu'il faut faire. Donc c'est un ouvrage, aujourd'hui nous avons un passage busé, ça veut dire que l'ouvrage est composé essentiellement de buses, mais nous allons les remplacer par un dallo, un triple dallo, avec beaucoup plus d'ouverture pour permettre à l'eau de passer, de circuler, et en même temps nous allons profiter pour aménager de part et d'autre de la voie, c'est-à-dire du côté amont, du côté aval. Nous allons aménager pour permettre que désormais, quand il y a la pluie, l'eau ne stagne plus. D'ores et déjà, les techniciens de l'entreprise Sogia Satoum sont à pied d'œuvre pour le réaménager afin de faciliter la bonne circulation aux usagers.
Il est 20h18. L'actualité à l'étranger, d'abord en plus bref, au Mali, la MINUSMA victime d'une nouvelle attaque terroriste. Et ça s'est passé dans le nord. Un engin explosif s'est déclenché hier dimanche sur la route empruntée par des casques bleus. On déplore dans les rangs des soldats de la paix au moins 3 morts et 5 blessés. Un bilan encore provisoire. Élection générale en Allemagne, Angela Merkel réélue, l'extrême droite de retour. La chancelière rempile pour un 4e mandat à haut risque avec une coalition, une union CDU-CSU, une coalition noire-jaune affaiblie. Regardez. Ses partisans laissent éclater leur joie. Mais Angela Merkel reste, comme à son habitude, imperturbable. Son parti, la CDU, reste le plus fort d'Allemagne, mais sérieusement affaibli. Bien évidemment, nous avions espéré un meilleur résultat, c'est incontestable. Mais nous ne pouvons pas oublier que nous avions derrière nous un mandat très difficile, plein de défis. Nous avons la responsabilité de former un nouveau gouvernement et aucun gouvernement ne se fera sans nous. Gouverner, oui, mais avec qui ? Pour atteindre la majorité absolue, Angela Merkel doit se trouver pas un mais plusieurs alliés. Les possibilités sont restreintes. Elle ne peut plus compter sur son partenaire de ces 4 dernières années, le SPD. Après un résultat désastreux, les sociaux-démocrates ne veulent plus participer à un nouveau gouvernement. Ce soir prend fin le travail avec la CDU et la CSU dans la grande coalition. C'est là que le casse-tête commence. Selon les sondages, les Allemands seraient favorables à une coalition noire-jaune, à savoir entre les conservateurs et le Parti libéral-démocrate, le FDP. Mais les voix de ce dernier ne suffisent pas pour remporter la majorité. Reste une dernière combinaison inédite, un ménage à 3 avec en plus les Verts, appelée la coalition jamaïcaine, noire pour la CDU, jaune pour le FDP et verte pour Die Grünen. Mais une question subsiste. Le programme des écologistes est-il compatible avec celui des libéraux? Ce qui est sûr, c'est que la chancelière a déjà écarté la possibilité de gouverner avec les extrêmes, la gauche radicale Die Linke et l'extrême droite alternative pour l'Allemagne, même si ce dernier a fait une entrée en force à la Chambre des députés. Donald Trump au cœur d'un étonnant bras de fer avec des joueurs de football américains. Écoutez l'histoire. Ce week-end, les joueurs de plusieurs équipes se sont mis à genoux, à terre, pour protester contre Donald Trump, qui avait suggéré aux spectateurs de boycotter les matchs lorsque les joueurs ne respectent pas l'hymne, le drapeau américain. On regarde tous ensemble. Pour dénoncer les violences policières contre les Afro-Américains, qui est depuis ce dimanche un symbole d'opposition à Donald Trump. La semaine dernière, le président américain avait appelé à virer les joueurs qui refusaient de se lever lors de l'hymne national. Beaucoup de mes camarades étaient choqués de ce qu'a dit le président Trump. Le fait qu'il suggère qu'on ne pouvait pas exercer notre liberté d'expression. Quand le leader de notre pays essaye de nous diviser, ce n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que l'on a agi. Ce week-end, des centaines de joueurs de football se sont agenouillés ou ont été absents lors de l'hymne diffusé avant le match, à l'image de l'équipe des Buffalo Bills dans le Michigan. Les joueurs de l'équipe des Redskins se sont tenus par les bras. Des membres de l'équipe adverse des Raiders ont préféré rester assis. Ce geste avait été initié en 2016 par certains joueurs pour dénoncer les violences policières envers les Afro-Américains. Donald Trump se défend de s'en prendre à eux pour leur engagement. Je n'ai jamais parlé de race, ça n'a rien à voir. C'est à propos du respect envers notre pays et notre drapeau. En soutien aux joueurs de football, des basketteurs se joignent au mouvement. Stephen Curry, star du basket américain, a refusé l'invitation faite à son équipe de se rendre à la Maison-Blanche. Un jour plus tôt, LeBron James avait qualifié Trump de clochard sur Twitter. Une vague de protestation qui s'étend même au monde de la culture. Samedi, lors d'un concert, Stevie Wonder s'est aussi agenouillé. Ainsi va l'Amérique de Donald Trump. Retour chez nous au Togo, direction Kara, camp des enseignants réunis par Bonfonden pendant 5 jours. Ils ont appris de nouvelles méthodes qui vont leur permettre d'agir comme agents de changement et comme personnes motivantes pour les élèves. Les explications, c'est avec Nestor Moujé, notre bureau sur place à Kara. Selon l'ONG Bonfonden, de nombreux jeunes se sentent perdus dans le système scolaire et manquent d'appui pour exploiter la totalité de leur potentiel.
Chez ces jeunes, la probabilité de décrocher du système scolaire est grande. Par rapport à cette situation, Bonnefontaine veut mettre en œuvre au Togo un programme d'apprentissage accéléré qui trouve son origine dans les nouvelles connaissances basées sur la recherche, permettant de rendre l'apprentissage plus amusant et gratifiant, tout en assurant que les élèves obtiennent les meilleures bases possibles pour optimiser leurs résultats d'apprentissage. C'est à ce titre que Bonnefontaine a tenu ce camp dénommé « École de l'avenir », renforcer le potentiel des jeunes. Camp qui a regroupé les enseignants du niveau technique. L'ONG Implement Consulting Group a assuré la formation. We have worked with 6 different topics. We have worked with visible learning. Au cours de ce camp, pendant une semaine, nous avions discuté de plusieurs thèmes, 6 thèmes, à savoir l'apprentissage visible, le rôle de l'enseignant, l'apprentissage accéléré, l'énergie et l'engagement total. Tous ces thèmes-là ont amené les enseignants à découvrir leur environnement, à s'auto-interroger, à voir déjà la méthode qu'ils sont en train d'utiliser et de nouvelles pratiques qu'ils peuvent adopter dans leur enseignement. Bonnefontaine Togo est très active dans tout ce qui concerne l'enseignement. Avec les méthodes de travail de Implement Consulting Group, elle a estimé que ces méthodes soient mises à la disposition des enseignants togolais pour poursuivre les innovations. Je pense que la semaine et tous les échos, tout ce qu'on a entendu montre que ça a été très bénéfique et innovatif. Et il faut souhaiter simplement à tous ceux qui ont participé de faire bon usage et que leurs collègues aussi marchent avec eux pour faire ces petits changements pour que l'enseignement s'améliore dans sa pédagogie et que l'enseignant devienne le facilitateur et que les jeunes sont beaucoup plus attentifs pour réussir dans la vie. Cet atelier nous a été très utile pour le changement de nos comportements pédagogiques dans nos établissements respectifs. Dès la rentrée scolaire, les nouvelles méthodes d'enseignement dans l'apprentissage accéléré qui ont été développées à ce camp seront appliquées dans les établissements, ce qui fera du Togo le premier pays de la sous-région ouest-africaine à les mettre en œuvre. Dans le reste de l'actualité, Mango refait sa toilette après les heures de la semaine dernière. Forces de sécurité et population ont tous ensemble mis le balai au nettoyage. Regardez le récit de Désiré Alorège. Mangoville a visage triste au lendemain des manifestations de rue à l'appel de l'opposition. Le calme est revenu. Force de l'ordre, de sécurité des civils volontiers pour une opération de salubrité. Parti du carrefour central de la ville, plusieurs autres points majeurs d'actes de vandalisme ont été mis au propre. Le reste des barricades, des biens calcinés et autres objets irrécupérables ont été enlevés pour donner un nouveau visage plus éclatant. Après les événements, la ville est très sale. C'est pour cela que nous sommes sortis pour arranger, pour rendre propre la ville. Que je demande aux jeunes de ne plus faire ça. Ils n'ont qu'à laisser la violence et on va continuer dans la paix. Et on va avancer sur le développement. Je suis là ce matin pour contribuer avec les forces de l'ordre pour mettre au propre la ville. Parce qu'après ça, la ville est devenue très sale. C'est pas très bon à voir et c'est pas très joli à voir. Et je demande aussi à mes frères jeunes qui sont dans la ville d'essayer de mettre au propre leur devanture, là où il y a les dégâts, d'arranger tout, parce que quand même c'est notre ville. On a besoin que la ville soit propre pour pouvoir au moins avancer sur nos activités. Parce qu'avec ça, nos activités sont bloquées, on ne peut rien faire. Vraiment, pour que la ville puisse avancer, on ne trouve pas de solution dans la violence. Alors je demande à tous mes frères de rabaisser leur tension et on va essayer de collaborer et trouver une solution sans violence. Une action civique et citoyenne pour servir d'éducation et d'appel aux populations et surtout les jeunes à s'inscrire dans une dynamique, celle d'une inspiration profonde dans le sens de rimer avec le processus de développement qui n'a qu'un seul ennemi, la violence et l'instabilité, avec comme conséquence directe le retard. Au moment où la calmie est en train de renaître, il fallait faire appel à nos amis, les forces de sécurité et de l'ordre, ainsi que certains jeunes, pour pouvoir redonner un petit éclat à la ville. Personne n'a rien à gagner lorsqu'il y a insécurité. Alors j'appelle toute la population de Sansané-Mango à rentrer en elle-même, à revoir le comportement
de sorte que la sérénité revienne et que la calmie puisse recommencer et qu'on puisse faire face au développement au lieu de faire face à des manifestations qui occasionnent la violence et des casses comme on l'a vu. L'opération de salubrité engagée se poursuit dans les autres quartiers de la ville. Le vivre ensemble, la culture du civisme et de la citoyenneté doivent être des préoccupations au quotidien pour renforcer l'axe du développement, chose à apprendre, connaître et appliquer dès le bas âge, comme ces mineurs héritiers de demain qui participent à la correction du tort des adultes. Enfin, fin de la 4e édition des camps des sciences pour jeunes filles scolaires, lieu Palémé au centre diocésain Monseigneur Séchi, duré 8 jours, à échanger sur des sujets divers et variés. Les précisions de Yasmine Kodia. Ils sont plus d'une cinquantaine de jeunes filles, toutes lauréates des examens de fin de cycle du collège et du lycée au camp des sciences, 4e édition. Ici, au centre Monseigneur Séchi, les participantes ont pu mener des activités culturelles, effectuer des visites touristiques et ont suivi des ateliers scientifiques. J'ai un objectif que je veux atteindre. Donc, c'est ce qui m'a permis donc à avoir plus de motivation à prendre les cours et à avancer. Premièrement, la patience, la persévérance, la détermination. Parfois, lorsqu'on fait quelques exercices, on est fatigué, on se sent là, on ne peut plus le faire. Mais non, il faut continuer. Et pour récompenser ses meilleurs élèves, la Commission nationale pour l'UNESCO les a gratifiés d'une enveloppe financière, chacune dans sa catégorie. Ce sont des filles qui sont en fin de cycle dans leur série respective. Vous savez que la rentrée est proche et donc ça va leur permettre donc, de faire une bonne rentrée. Les échanges entre encadreurs et élèves sur les perspectives de carrière scientifique ont été au cœur de cette rencontre, sanctionnée par une soirée de reconnaissance à l'endroit de tous les acteurs. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée.